quels sont les éléments qu'il faut poser comme question et les axes d'action principales. Regardez. Dans la colonne à gauche, quand même je vais vous montrer ici, dans cette colonne à gauche, on a les éléments que l'on doit avoir dans notre timeline. Vem comigo! Et on va commencer évidemment par les données personnelles. Qu'est-ce qu'on va demander? Évidemment, nom, prénom, les sexes, c'est important, les téléphones, les mails. Pourquoi les mails? Parce que c'est ma communication, Elisa, elle est presque toute faite aujourd'hui par email ou par Internet. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça va beaucoup plus vite. Mais ce qui va nous intéresser vraiment dans cette liste-là, c'est l'âge. On peut parler, par exemple, des adolescents. Les adolescents, vous savez bien qu'il y a le pic de poussée de la puberté. Ben, à ce moment-là, le corps va exiger la prise, il va utiliser, il va voler beaucoup de nutriments du corps. Et donc là, il y a un coût à payer. Cet adolescent, et spécialement les garçons, vont payer un coût. Donc il y a tout un ajustement endocrinien à faire et il y a beaucoup de dépenses de nutriments, n'est-ce pas? L'objectif est d'ajuster cette alimentation qu'on va proposer et même de la supplémenter si nécessaire à cette demande métabolique augmentée par ce groupe d'âge. Il y a aussi des particularités de la peau qui changent à ce moment-là, dû à la production des hormones sexuelles. Les garçons produisent leurs gamètes. Si on parle maintenant des filles, les filles aussi, elles vont avoir déjà les cycles menstruels, donc on aura une exigence de fer beaucoup plus importante parce que pendant la menstruation, elles vont éliminer beaucoup de fer. Ça aussi va demander une réadaptation alimentaire. Et si on va à l'extrême opposé du cycle de la vie, qui c'est quand on a plus de 60 ans, par exemple. Quand on a plus de 60 ans, on sait très bien qu'il y aura une réduction significative de l'expression protéique du corps. Et si on a une réduction de l'expression protéique dans l'organisme, cela va affecter effectivement le métabolisme général, mais aussi la physiologie au niveau moléculaire. De quoi vous parlez, Elisa? Je parle qu'à partir d'une altération cellulaire, avec une action dans l'expression protéique, nous avons plusieurs facteurs de signalisation cellulaire qui seront diminués. Parce qu'en fait, la signalisation cellulaire, elle n'est rien d'autre que de protéines. Et si on a cette réduction significative de l'expression protéique, on va avoir des difficultés de produire de protéines d'une part et d'autre part de faire cette signalisation. Après, on va passer aux antécédents familiaux. Dans les antécédents familiaux de la famille, on va considérer deux points qui sont très intéressants. Je trouve ça hyper intéressant. Premièrement, c'est cette corrélation qu'on appelle la corrélation génétique. Que la question doit toujours, qu'on va poser, être dirigée au plus proche. On va poser des questions père, mère, grands-parents maternels, grands-parents côté paternel. Ça, c'est hyper important. Et toute la fratrie, frères et sœurs. Donc ça, nos questions vont autour de ce genre-là. Par exemple, si on a le syndrome de rein polykystique, qui est un exemple, dans ce cas-là, on sait que toute la ligne directe du patient doit être investiguée. Si on parle aussi de famille de goutteux, donc il y a toute une ligne de famille de goutteux. Si on parle aussi de hypercholestérolémie, il y a aussi ce caractère génétique qui va jouer là-dedans. Mais attention, parce que ce qu'on pense qui est plutôt héréditaire, génétique, pas mal de fois, on va avoir la question qu'on appelle le flux héréditaire.
Et le flux héréditaire, ça veut dire qu'on pense qu'il y a une famille de hypercholestérolémie, par exemple, à cause du facteur génomique héréditaire, et qui en fait, ce n'est pas du tout ça. La raison, c'est ce qu'on appelle ce flux héréditaire, qui est de mauvaises habitudes de vie qui passent de génération en génération. Passons maintenant aux antécédents personnels. Ça veut dire l'histoire, tout ce qui se passait dans l'histoire du patient, qui peut être en lien avec son tableau clinique actuel. Attention, il ne faut pas poser ni trop de questions, ni peu de questions. Ça, il y a tout un raisonnement dans la nutrition fonctionnelle que je suis en train de vous expliquer, qui on va savoir quel type de questions, quand poser et pourquoi poser. Par exemple, dans la question d'antécédents personnels, on ne va pas demander tout de la vie de la personne. On va se fixer sur une question très importante, les signes et symptômes que cette personne présente aujourd'hui. Et donc, si elle présente aujourd'hui un certain nombre de signes et de symptômes, le corps, il nous parle. Il nous parle. Les signes et les symptômes sont ce qui se passe en ce moment, et selon le cas, cela vaut la peine de prendre un peu de temps en arrière, peut-être 6 mois, pour voir pourquoi on a ce tableau aujourd'hui. Pour découvrir alors cette question de signes et symptômes, dans les antécédents personnels du patient, on peut avoir déjà ce qu'on appelle les étiquettes, un diabète. Ce diabète est venu comment? D'antécédents familiaux, on sait déjà s'il y a une corrélation génétique. Mais il faut savoir que le diabète, le cancer, toutes ces maladies qu'on appelle maladies de civilisation, elles vont jouer en termes de relation génétique à 25%. Ce qui va jouer vraiment, c'est l'épigénétique, c'est le flux héréditaire. C'est ce que je suis en train de vous parler. C'est que parfois, le mode de vie, parfois non, la majorité de cas, le mode de vie qui est déterminant pour donner cette étiquette à cette personne avec ses antécédents personnels. Mais si on va dans le signe et symptôme actuel, on va faire une corrélation avec la physiologie normale de la personne et son état nutritionnel. Là déjà, quand je parle de physiologie normale, évidemment, n'importe quel est votre métier, vous êtes un dentiste, vous avez une connaissance beaucoup plus approfondie sur cette région. Mais ça ne nous empêche pas de connaître quand même qui fait partie de notre corps, les organes, le foie, le rein, le tube digestif, parce que la bouche est le commencement de ce tube digestif. Un coach sportif, il faut qu'il connaisse les muscles, il faut qu'il connaisse les muscles qui sont attachés à quelque chose, qui sont les os. Mais les os, ils ont besoin de nutrition pour qu'ils soient en condition d'avoir cette pression musculaire. Et le muscle aussi, et dans le muscle, il y a la mitochondrie, il y a les cellules. Donc, tout de suite, je vous invite à avoir cette connaissance de la base fondamentale. Ça, c'est très important. Et pour de constituer les signes et symptômes actuels du patient et savoir quoi faire avec tous ces signes et symptômes, qu'on a la matrice de la nutrition fonctionnelle, on a aussi ce que j'ai créé dans mon cas, dans mon cabinet, qui s'appelle les QUINF, c'est les questionnaires en nutrition fonctionnelle. Et à partir de ce questionnaire qui est rien d'autre, d'une façon très organisée, des signes et symptômes qui vont pouvoir rentrer dans la matrice. Ça veut dire, est-ce que ce signe fait plutôt partie du nœud assimilation? Ou est-ce que ce signe fait plutôt partie de biotransformation? Ou est-ce que ce signe fait plutôt partie de l'énergie? Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on va poser comme question en termes de médicaments, de suppléments? Donc, les médicaments, ça peut être deux sources, le médicament qui a été prescrit par médecin et de médicaments que le patient prend parce que la voisine lui a dit de prendre. Il y a ça. Et supplément, on ne parle pas. Supplément, il y a la voisine qui a dit, il y a le mec du coin, elle est allée à la pharmacie, quelqu'un lui a dit, elle ne sait même pas pourquoi elle prend tout ça. Alors, il faut une liste quand même. Là, j'ai mis pourquoi utilisez-vous ce médicament?
très important. Ah, je prends du magnésium. Ils adorent utiliser du magnésium. Quel type de magnésium? Quel est le dosage de ce magnésium? Et surtout, pourquoi utilisez-vous le magnésium? Pourquoi? Et les gens, ils vont dire, ah, parce que c'est bien pour l'intestin. Comment ça? Donc, parfois, ils ne savent même pas pourquoi. La phytothérapie, l'homothérapie, parfois, elle est surutilisée ou mal utilisée. Donc, il faut lister quand même ce que le patient prend, y compris les compléments alimentaires, phytothérapie, homothérapie. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette information? Si on parle de suppléments, on a besoin de connaître, de savoir si le patient les utilise. Parfois, il a lu quelque part ou un autre professionnel lui a recommandé. Et si le patient arrive en train de prendre, par exemple, des polyvitaminiques, B12, B6, B, je ne sais pas quoi, des minéraux, la majorité des minéraux est dans le marché sous la forme de sel, vous le savez bien. De sel plus les minéraux. Et tout ce sel-là, parfois, ont une très basse biodisponibilité. Donc, c'est très important aussi de connaître la pharmacocinétique cette fois, pas du médicament, mais du supplément. Normalement, on ne devrait pas changer la prescription d'un autre professionnel non plus. Ça, c'est antiéthique. Là, c'est un sujet très sensible, car il n'y a pas de communication entre le professionnel. Donc, si on crée des professionnels fonctionnels, on comprend bien et on va se comprendre, on va avoir une communication. Ça, c'est très important. Revenons maintenant des tests de laboratoire. La question est, à quoi ça sert? Donc, test, on a besoin de connaître la communication du corps et quels sont les biomarqueurs qui vont communiquer avec nous. Les biomarqueurs, c'est la communication de notre corps avec nous. On va interpréter ce biomarqueur. Il faut savoir que nous pouvons solliciter des examens aux patients, mais il faut avoir un objectif. Et l'objectif n'est pas de faire des diagnostics. Là, je vais répéter ça 1000 fois. Quand je parle de tests de laboratoire, je suis complètement dans la partie éthique. Parce que les tests de laboratoire que je vais demander, moi et Lisa, c'est pour faire un diagnostic nutritionnel. Ce n'est pas pour faire un diagnostic comme vous, le médecin. Mais vous, les médecins, vous pouvez faire les deux. Les diagnostics d'une maladie, mais aussi les diagnostics nutritionnels. Donc, est-ce que c'est possible de traiter en nutrition fonctionnelle sans examen? La réponse est oui. C'est pour ça que je vous dis que la nutrition fonctionnelle est pour tout le monde. Bien sûr que vous pouvez traiter au travers de ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, des signes et des symptômes. Au travers que de ça, vous pouvez. Alors, on met en profondeur la question quand on va faire des tests de laboratoire. Et on met encore en profondeur quand on va faire des tests génétiques. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Dites-moi ci-dessous si vous comprenez, si vous êtes avec moi, si on est dans la même onde. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est quand vous demandez des tests de laboratoire, c'est parce que vous savez interpréter. Ne demandez pas un bilan de stress oxydatif à quelqu'un si vous ne savez pas interpréter. Il faut apprendre ça. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que quand vous faites votre test de laboratoire, c'est exactement comme donner une calculatrice à un gamin qui ne sait pas faire de l'addition ni de la subtraction. En revanche, quand on va jusqu'à la génétique, quand on va faire des examens génétiques, qu'est-ce qu'on est en train de chercher dans ce patient-là? Tout simplement les polymorphismes, les SNPs. On a 1 million de SNPs, nous, mais on ne sait pas aujourd'hui, dans ces 1 million de SNPs qu'on a, qu'est-ce qui effectivement va faire une différence au niveau de phénotype, de manifestation et ceux qui ne font pas. Mais on a déjà quelques-uns comme le méthyltétrahydrofolate réductase, qui c'est une enzyme qui fait partie de la méthylation, qui va effectivement donner une hausse de homocystéine, par exemple, qui là, on peut constater par la génétique. C'est ça, cette fonction. Donc, on peut avoir toujours un problème de méthylation, mais on peut résoudre ce problème de la méthyltétrahydrofolate réductase
par la nutrition. Ça, c'est une autre sortie. Donc, c'est merveilleux. C'est génial. Et l'activité physique et mouvement. Ça, c'est un autre point qu'on va demander aussi. La première question, est-ce que cette personne, elle fait de l'activité physique? Si vous êtes un coach sportif, si vous êtes un préparateur physique, imaginez si vous demandez dans votre anamnèse, dans votre questionnaire, tout ce que je suis en train de vous dire. Vous allez sortir du lot. Vous allez devenir un coach sportif fonctionnel. Ça, c'est une autre configuration de professionnel. La même chose pour les autres professions de santé. Vous vous rendez compte qu'au travers de l'alimentation, de la nutrition, on peut faire des transformations. Et là, je sais que vous savez en tant que coach sportif qu'est-ce que vous allez demander, mais je voudrais que vous sortez de cette vision exclusivement en tant que coach sportif et que vous allez élargir ça. Est-ce que cette personne, et pour les autres qui ne font pas, qui n'est pas leur métier, l'activité sportive, de demander aussi si la personne, elle fait, l'heure qu'elle va faire son activité physique, est-ce qu'elle fait cette activité physique à jeun, à quelle fréquence, quelle est la durée, quelle est l'intensité. La compréhension du pourquoi, c'est hyper important. Pourquoi vous faites l'activité physique? Est-ce que c'est pour le plaisir? Est-ce que ça vous saoule? Est-ce que c'est une souffrance atroce? Parce que tout ça va jouer avec notre mode de vie. Je suis sédentaire. Ok, vous êtes sédentaire parce que j'aime pas, parce que j'aime pas coach personnalisé. Est-ce que peut-être elle aime que coach personnalisé? Est-ce qu'il faut absolument que vous, coach, vous allez créer une affinité avec cette personne, que vous allez lui proposer quelque chose elle va sortir de cet état de sédentarité? Avant tout, qu'est-ce que le gens, normalement, 99% de ce que je vois, le premier jour, il va vous faire un programme, mais il n'a rien demandé. Est-ce qu'il a demandé si elle aime l'activité physique? Pourquoi elle est là? Ah, je suis là parce que je suis obligée de perdre du poids. Déjà, vous savez bien que la perte du poids, elle ne va pas se faire que par l'activité physique. Vous savez très bien. Vous savez que si vous n'implémentez pas avec votre cliente un programme, ce n'est pas vous lui dire faites attention à votre alimentation ou que éliminer du sucre. Non, il faut poser toutes ces questions que je suis en train de vous expliquer. La nutrition en France, elle n'appartient à personne. Elle appartient à tous les professionnels de santé. Donc, on va demander la fréquence alimentaire. Vous savez qu'il y a la question de la permissivité. Ça veut dire, il mange et il dit, non, mais je prends du plaisir de temps en temps. De temps en temps, pour lui, c'est quand il y a une fête des mères, fête des pères, Noël, quand il y a fin de l'année, réunion de famille, et quand il va sortir avec ses amis, tout ça, pour lui, c'est des exceptions. Donc, l'exception devient la règle. Donc, tout ça est dans cette enquête alimentaire. On va faire un sondage qualitatif, quantitatif, sondage qualitatif, sondage quantitatif, parce que j'étais en train de parler de l'alimentation liée à l'activité physique. Et là, je suis dans l'enquête alimentaire. C'est une enquête sérieuse. Ce n'est pas de mettre le patient devant vous et de qu'est-ce que vous mangez. Ça, ce n'est pas sérieux. Vous demandez quelle est la variété, les habitudes. Pour ça, il faut que le patient va chez soi et qu'il va remplir un tableau pour qu'il y ait tout ça. Est-ce que c'est répétitif, cette alimentation? Normalement, petit déjeuner, du pain, jus de fruits, café et confiture pendant 40 ans. Donc, ce mec, il va avoir des carences. Je pense que à la prise de poids, il faut sortir aussi de ce cadre. Il y a des gens qui sont mal et ils ne sont pas en surpoids. Ils ne sont pas, parce qu'il y a un déséquilibre dans tous les nœuds que je vous explique à chaque fois. Les rythmes alimentaires, établir, est-ce qu'il y a des horaires à manger ou pas? Tout ça, c'est important. On a aussi la question anthropométrie. Ça veut dire qu'on va regarder le tour de taille de ce patient, hyper important. Mais comment mesurer le tour de taille? Ça, c'est une autre règle. Il ne faut pas mesurer n'importe comment. Le patient lui-même, il faut quand même que le ruban, ce que vous allez mesurer, soit parallèle au sol. Il faut prendre la partie la plus large de la ceinture abdominale de cette personne.
l'IMC, parce que l'IMC, c'est quelque chose de vieux, mais ça nous parle quand même. Ça nous parle, si ce n'est pas un joueur de rugby, ça nous parle quand même, parce qu'un IMC de 30, un IMC de 25, on est déjà dans des problèmes inflammatoires. Et il y a aussi l'impédensimétrie. Mais l'impédensimétrie, il y a bipolaire, tétrapolaire, il y a ultrason, il y a plusieurs types. Mais on peut faire une impédensimétrie basique, pourquoi pas, pour avoir une notion, ou plus poussée. Ça va dépendre de votre travail. Là, ça va dépendre si vous êtes diététicienne, si vous êtes naturopathe, si vous êtes médecin, si vous êtes coach sportif. Par exemple, il y a des professions que vous pouvez faire mesurer tous les plis et d'autres qui ne peuvent pas. Donc, quand je parle de plis, c'est de mesurer la graisse sous-cutanée. La capacitation technique de chacun de nous va jouer là-dedans. Mais quand même, un tour de taille, un IMC, c'est complètement faisable pour tout le monde. La question que je vais vous poser, les yeux dans les yeux, c'est comment vous allez adapter votre pratique professionnelle, vous professionnels de santé, avec cette notion merveilleuse qui c'est la roue de la transformation en utilisant la nutrition fonctionnelle comme centre de votre préoccupation. Vous, médecins, vous allez éviter beaucoup d'effets collatéraux. Vous allez amener ce patient vers la vitalité positive et pas tout simplement l'accompagner dans sa maladie. Ce sont des choses complètement différentes. La même chose pour le dentiste, la même chose pour le coach sportif, la même chose pour tout ce qui travaille avec notre partie musculo-squelettique, tous les professionnels qui travaillent de ce côté-là. Même une personne qui travaille avec l'esthétique, elle peut jouer là-dedans, elle peut sortir du lot. Et de venir avec moi. Vem comigo! Vem comigo!